Les pieds sur terre, bonjour Jean-François. On les a, nous, les pieds sur terre. Mais ça, c'est clair ça va de soi. Hein. Et le monde entier devrait les avoir dimanche. Et ce, jusqu'au 12 novembre, Jean-François. C'est la COP26. Et ça nous a donné l'idée de faire une émission sur la COP26 pour les nuls. Parce qu'on est nombreux quand même à ne pas savoir trop ce qui se passe là-bas. Oui, les gens répètent. Et je suis sûr qu'une partie des journalistes qui hésitaient, blablabla, la COP26, blablabla, COP26. Exactement. Ils ne savent pas ce que ça recouvre, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait. Oui, on sait qu'il y a des gens qui se réunissent, on prend un petit café, on déjeune, on papote, mais pourquoi faire plus qu'un café quand même pendant 12 jours, il en faut un petit peu plus quand même. Ouais. Sauf que cette année, elle n'a pas une couleur très très sympa, cette COP26, parce qu'il y a déjà des antagonismes entre les pays du Nord et les pays du Sud qui ne sont pas bien représentés et qui ont des problématiques et qui ne sont pas bien étudiées peut-être pendant cette COP26. Alors d'abord, on va peut-être expliquer ce que c'est qu'une COP. Alors la COP26, qui a lieu une fois par an depuis 27 ans, elle devrait s'appeler COP27. Eh ben non, elle ne peut pas s'appeler COP27 parce que c'est des conférences des parties organisées tous les ans par les signataires d'une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec les très belles initiales CCNUCC. Et donc l'an dernier, du fait de la Covid-19, il n'y a pas eu de COP 26. Donc la COP 26 a été reportée la 27e année, ce qui est une exception incroyable depuis que ça existe. Hein. D'ailleurs, je pense que le Covid, ça devrait être aussi l'un des sujets de conversation. On en parlera aussi absolument dans cette COP. Alors, une COP réunit pas seulement les pays, mais ce qu'on appelle les parties prenantes. Le terme vient du vocabulaire du développement durable. Ça s'appelle en anglais les stakeholders, les parties prenantes. Alors, ce qu'on appelle les parties prenantes, ce sont des gens impliqués personnellement, en tant que population, dans des situations, par exemple, quand on parle de la déforestation en Amazonie, les indigènes de la forêt amazonienne sont une partie prenante. Et donc, c'est pas uniquement entre les États, parce que les États, ils ont plein d'instruments pour pouvoir se réunir. Ils ont les Nations Unies, ils peuvent se parler toute l'année. Un chef d'État peut décrocher son téléphone, appeler un autre. Et c'est les COP, effectivement, qui permettent aux parties prenantes, pendant quelques jours dans l'année, d'avoir un peu leur mot à dire, très peu à vrai dire, mais d'avoir quand même un peu leur mot à dire sur l'état général de la planète par rapport au climat. Et sur leurs problématiques personnelles, parce que ils vivent des choses que d'autres pays ne vivent pas, et encore faut-il décrire ce que c'est sur le terrain. Absolument. Et eux connaissent mieux que quiconque leur situation, leurs problématiques, et ils sont là pour les exposer devant les États, les chefs d'État. Il y a beaucoup de chefs d'État qui viennent dans les COP, mais c'est un peu un forum de discussion, mais il ne faut pas en attendre peut-être trop quand même. Alors justement, c'est un forum de discussion, mais il y a quand même des résolutions qui sont décidées. On va dire au pays ce qu'il faut faire. On va leur faire signer des papiers. Je me souviens, il y a 5-6 ans, la COP 21, là, on avait plein d'espoir. Et que sont devenus tous ces papiers signés? Alors, est-ce que c'est contraignant? Pas vraiment. Hein. Au lendemain de la COP 21 en 2015, c'était l'une des plus significatives de toutes les COP de l'histoire. Les USA sont sortis de l'accord de Paris. Et puis, aller contraindre une puissance comme la Chine ou même un pays beaucoup plus petit comme la Pologne à arrêter la production d'électricité à partir du charbon, on voit bien que ça marche quand ça veut, quoi. C'est pas aussi contraignant que nécessaire. Bon, il y a certains pays du Sud qui disent, attendez, vous avez connu votre développement, vous avez pollué à ce moment-là, maintenant vous êtes à un niveau de développement où vous pouvez peut-être vous permettre de réduire votre pollution, et alors que nous, on en est au début de notre développement. Alors laissez-nous polluer, non? Alors c'est exactement, mais oui, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité entre ceux qui disent, allez, on a bien pollué toute la planète, maintenant on va donner un peu d'oxygène à la planète. Et les autres disent, oui, mais nous, pour notre développement, on a besoin de passer par cette phase où on va beaucoup produire, donc beaucoup polluer.
et puis on n'a pas encore les méthodes pour pouvoir produire sans polluer. Donc chacun son tour en substance. Et les autres États disent oui, mais quand nous on a pollué, on n'avait pas conscience du danger du réchauffement climatique. Donc attention, on n'est pas sur un pied d'égalité parce que le niveau d'information n'est plus le même aujourd'hui qu'il était hier. On n'avait pas conscience et surtout on n'avait pas aussi une technologie ersatz en fait, capable de remplacer. Oui, absolument. Donc les conditions ont changé, tout change, mais encore faut-il le faire accepter à tous et dans des conditions qui sont supportables pour Absolument. Alors, ce qui se passe, c'est quand même que cette année, on est sur quelque chose, un enjeu qui est quand même important. Alors, quels sont-ils, ces enjeux ? C'est le test de la mise en application de l'accord de Paris. Il devait y avoir une espèce de point sur la situation 5 ans après l'accord de Paris, forcément en 2021, puisqu'il n'y a rien eu en 2020. Et c'est la première échéance de ce point d'étape sur l'accord de Paris. Donc c'est très important. Et il y aura beaucoup de travail, dit Alok Sharma, qui est le président de la conférence, à l'issue de la pré-COP 26 qui s'est tenue à Milan début octobre. Il comprend qu'il va y avoir pendant ces 12 jours énormément d'actions. Alors, Jean-François, comment faire pour passer de l'étape de la promesse, du papier, de la signature, à l'étape de l'acte réel ? Alors, pour rappeler un peu quelques chiffres, au 31 juillet dernier, donc il y a quelques mois, c'était la date butoir fixée par l'ONU pour refaire ce qu'on appelle une nouvelle contribution climatique, c'est-à-dire quelque chose qui dit, voilà, on avait fixé tel cap, on va passer à tel autre cap. Le but étant de maintenir la température au-dessous d'une augmentation d'1,5 degré d'ici 2030. Donc le risque est fort qu'on n'y arrive pas. Donc on attend beaucoup de fameux NDC d'un certain nombre de pays qui n'ont pas encore remis leur copie. Et il y a aux abonnés absents de ces nouvelles NDC 5 ans après, la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui sont des gros pollueurs. Donc on est déjà très en retard avec un risque que ce soit un échec cuisant. Alors concrètement... Cuisant, comme le réchauffement climatique. Absolument, c'est le cas de le dire. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme obstacle ? Est-ce que c'est le chômage ? Est-ce que c'est le revenu ? C'est quoi l'obstacle ou les obstacles ? Alors, il faut quand même comprendre que les obstacles sont dus à la gestion individuelle de chaque État. Chaque État est soumis, ou de chaque région, si on parle de l'Europe, chaque État est soumis à ses propres lobbies qui font pression sur des éléments qui sont extrêmement stratégiques pour les prises de décision concernant le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Donc, chacun est embourbé dans ses propres contradictions. Et ensuite, il y a les contradictions entre États et il y a des tensions qui peuvent modifier le rapport entre les différents États. Prenons par exemple l'histoire des sous-marins. Ça a tendu la relation entre la France et les États-Unis, mais ça a aussi tendu la relation entre les États-Unis et la Chine. Donc tous ces points-là vont faire que la nécessaire coopération entre tous les États pour faire réussir la COP, tout ça va peser dans un sens négatif et empêcher que l'ensemble des États puissent coopérer de manière efficace. Et puis, on est dans quelque chose qui est vraiment problématique, c'est que les États les plus pauvres de la planète, qui sont ceux qui ont le moins de moyens pour faire évoluer leurs énergies, ne sont pas aidés par les pays riches. Donc on a un peu deux populations qui ne marchent pas au même niveau. Et il y a encore, par exemple, que 1% de la population dans certains pays qui est, par exemple, vaccinée contre la Covid-19. Et on sait l'impact ravageur de la Covid-19 sur les économies. Donc tous ces points-là vont faire que, très honnêtement, si on devait se risquer un pronostic, moi je dirais la COP 26...
je suis désolé de le dire, un coup pour rien. Oui, alors si on comprend bien ce que vous venez de nous dire, c'est que la situation est compliquée parce qu'il y a des enjeux sociaux, des enjeux économiques et puis des enjeux politiques. Géopolitiques aussi. Géopolitiques, ça veut dire des relations entre les États. Absolument. Donc ça paraît inextricable. Et en plus, ajouté à cela, il y a une très grande injustice entre les pays du Sud et les pays du Nord. Des pays du Sud qui eux-mêmes n'ont pas encore eu accès à ces fameux vaccins. Nous, on en a autant que l'on en désire. De toute façon, aujourd'hui, qui veut se faire vacciner peut se faire vacciner. Mais ces pays-là ne l'ont pas. C'est leur rêve d'avoir accès à ces vaccins. Donc, on a tout ça qui se mélange. Ça fait une espèce de sac, un méli-mélo compliqué. Alors, du coup, comment on va transcender tout ça? Comment est-ce que les pays vont pouvoir transcender ces problématiques pour essayer d'aller au plus rapide, au plus urgent, j'allais dire? Alors, la voix qu'il faut écouter dans ces moments-là, c'est le GIEC, les experts sur le climat. Les engagements actuels, s'ils sont poursuivis sans modification, nous mènent vers un réchauffement de 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle. Donc c'est ça veut dire fin du 22e siècle. Ouais. C'est quand même extrêmement sérieux. 2,7, c'est ça, 2,7. Et nous, alors c'est presque 2 fois plus. Des régions qui sont déjà assez chaudes vont devenir invivables et des régions qui sont tempérées vont devenir extrêmement chaudes. Et puis ça veut dire tsunami, ça veut dire raz-de-marée. Oui, la fonte de toute la glace de la planète sur les glaciers, sur les hauts pôles, donc montée des océans, engloutissement d'un certain nombre d'îles ou de zones côtières. Moi, je pense toujours à l'idée des zones côtières qui vont passer sous l'eau. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle une catastrophe. C'est une catastrophe. Annoncée. Oui. Alors, pas une catastrophe qui vient comme ça, subrepticement, sans qu'on y pense. Et malheureusement, ce sont des peuples qui sont souvent des peuples assez pauvres, qui sont les premiers menacés. Et le problème de la représentativité à la COP26, ça remet en question l'intérêt même de la COP, qui était là et qui existe pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et s'ils ne peuvent pas... cyniquement, les gens disent vivement la COP27. Ah oui. Donc, nous allons regarder Glasgow de loin, avec un regard conscient. Et on sait que de toute façon, pendant tout ce temps-là, il faudra faire du lobbying pour modifier les rapports de force. Tout comme la reine d'Angleterre, qui ne sera pas là. Il faut renforcer le combat pour le climat. C'est le mot de la fin. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.